Quelle est la réalité des métiers du test dans le secteur numérique? Dans Calisti, je vous propose de vulgariser toutes les questions liées à ces métiers, aussi bien pour les personnes qui démarrent dans le secteur, mais également pour des personnes plus expérimentées, et tout ça avec des invités incroyables qui partagent leur savoir et leurs expériences, parce qu'on gagne forcément à apprendre les uns des autres. Je m'appelle Nankeda, actuellement test lead dans une entreprise du service numérique, et je vous souhaite une excellente écoute. Alors, bonjour Jean-François, comment ça va? Bonjour, bah ça va très très bien, il fait beau, c'est agréable, c'est l'été et ravi de faire mon premier podcast avec toi. Bah écoute, ravie de t'avoir. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation dans Calisti. Alors, tu es actuellement Chief Technical Officer chez un auditeur de logiciels et développeur depuis 15 ans, peut-être même plus de 15 ans. En plus du développement, tu t'intéresses à la qualité logicielle, ce qui t'a amené à créer plusieurs logiciels liés à la qualité. On aura l'occasion d'approfondir ça dans l'épisode. Dernier élément qui a quand même son importance, tu interviens aussi régulièrement dans des conférences et dans des talks. Et quand je suis tombée sur ton site, je me suis dit, génial, un dev qui parle de qualité. Alors ça, c'est génial. Il faut absolument que je discute avec toi. Donc voilà, pour ta présentation, est-ce que j'ai oublié quelque chose? Non, c'est à peu près ça, effectivement beaucoup de passion sur la qualité. Mhm. Pourquoi? Je sais pas, je pense que j'ai eu une frustration en tant que développeur de me dire que bah, l'informatique est là depuis plus de 50 ans et que parfois on balbutie, on se pose beaucoup de questions qui ont été analysées dans les années 80 voire 70 et en tant que développeur, pas mal de frustrations sur la qualité, les allées et venues qu'on avait au quotidien. Donc petit à petit, c'est vrai que je me suis passionné sur tout ce qui est analyse de code, ensuite sur la qualité au plus large, et bah, finalement, ça m'apporte pas mal au quotidien. Super. Bon, en tout cas, moi je suis contente de t'avoir de notre côté. Moi aussi, parfait. Alors, pour les auditeurs qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton parcours et puis ce qui t'a amené déjà au développement dans un premier temps et puis à la qualité ensuite? Ouais, alors je vais essayer d'aller rapidement. Donc moi, à la base, je viens du monde littéraire. J'ai fait des études de philosophie et j'ai toujours baigné de l'informatique, aussi loin que je me souvienne. Je sais pas à quel âge j'ai commencé à développer, avant 12 ans, je pense. Et j'ai monté une boîte d'informatique avec un copain en philo pour financer nos études. Il s'est avéré que ça a bien marché, qu'on a commencé à avoir beaucoup de clients et que du coup, je me suis dit: «Bah non, quand même, c'est un peu trop bête, j'aime l'informatique, je vais essayer d'en faire mon boulot». Donc j'ai eu l'occasion de bifurquer, de partir faire des études d'informatique. Ça m'a bien plu, j'étais tout de suite très passionné. De toute façon, j'en faisais depuis longtemps. Très vite, j'ai intégré un éditeur logiciel, puis une ESN où j'ai quand même beaucoup appris. J'ai passé dans plein de projets et j'ai accompagné, fait du coaching et audité plein de boîtes. Et là, en auditant les sociétés, je me suis aperçu d'une chose, c'est que à peu près tous les développeurs que je rencontrais disaient: «Il y a un problème de qualité». Et tous les décideurs que je rencontrais disaient: «Il y a un problème de qualité», et sauf que personne s'accordait à dire ce que c'était que cette qualité et pourquoi il y avait un mur total entre les équipes techniques et les équipes de décideurs. Donc les gens n'arrivaient pas à mettre le mot sur la même chose, ils n'arrivaient pas à diagnostiquer un petit peu la qualité de leur projet. Et donc je suis arrivé à me dire: «Bah OK, comment je peux calculer la qualité?» Il y a forcément des gens qui ont réfléchi sur cette question. Donc là, j'ai commencé à lire plein de thèses. Je me suis aperçu qu'il y avait des gens qui avaient travaillé dessus, bah, depuis longtemps, comme je le disais. Des thèses, carrément. Ouais, alors oui, il faut savoir que moi, quand j'ai un sujet qui m'intéresse, j'essaye de trouver la thèse. C'est une mine d'informations, les thèses, parce que les gens ont déjà fait un travail d'agrégation, souvent assez extraordinaire. Donc lire des thèses, ça permet en 80 pages d'avoir quand même pas mal d'informations. Et à partir de ces thèses, j'ai regardé ce qui existait comme logiciel bah, pour essayer de remonter des indicateurs sur la qualité d'un projet. J'ai vu qu'il y avait des choses, mais finalement, pas tant que ça, pas dans l'écosystème sur lequel je gravitais. Et ce qui existait était souvent très lourd, propriétaire, très cher. Et donc, bah, pour mes besoins d'audit, j'ai commencé à développer certaines briques que j'ai rendues open source, qui ont commencé à être beaucoup utilisées. Et de fil en aiguille, avec des contributeurs, ça a grossi. Moi, ça m'a permis de me passionner de plus en plus sur le sujet, d'appliquer des choses bah, au quotidien auprès des équipes que je rencontrais.
et d'élargir un peu le périmètre de la qualité. Donc j'ai démarré sur la lorgnette, la qualité du code source, et puis après j'ai grossi sur la qualité des pratiques, de l'environnement de travail, de l'industrialisation. J'ai rejoint ensuite Radio France en tant que responsable qualité. Donc c'était une expérience assez enrichissante, même très enrichissante, parce que quand j'ai démarré au tout début avec Radio France, on était 7, quand je suis parti, on était 120. Et du coup, bah, il a fallu poser toutes les bases de la qualité et de la démarche qualité auprès des équipes de développement. J'ai eu pas mal de challenges aussi. J'ai appris beaucoup. J'ai appris que l'intérêt de la technique, c'est pas forcément suffisant. La démarche qualité, c'est, à mon sens, en premier une démarche humaine. Donc ça, c'est vraiment l'expérience qui m'a permis de comprendre ça. C'est que sans l'adhésion, on peut pas faire de qualité, ça peut pas marcher. Et puis, il y a 5 ans, j'ai rejoint un éditeur logiciel où là, j'ai vraiment essayé de changer les pratiques en place. C'était un éditeur qui a un code de 15 ans aujourd'hui. Donc, c'était un beau challenge aussi. Je suis arrivé, il n'y avait aucune démarche qualité et aujourd'hui, on arrive à des niveaux à peu près satisfaisants, je crois. Oh là là. Et c'est vrai que bah, sur ces 5 années, j'ai encore bien renforcé mon apprentissage sur l'aspect humain. Là, je dissocie plus du tout la qualité de la démarche humaine. J'ai arrêté de trop m'appuyer sur des éléments trop factuels. Je sais que par exemple, un écueil que je vois très souvent chez les nouveaux arrivants en tant que développeur, c'est on va me parler tout de suite de couverture de code sur les tests automatisés. Moi, je tendance à dire non, attends, on va déjà voir comment tu travailles, faire du pair programming, t'accompagner, et puis après, on ira dans les détails. Mais déjà, vois comment tu travailles, ce qu'on peut faire avec toi. Et voilà un petit peu mon parcours. Je pense que l'aspect littéraire m'a pas mal apporté parce qu'il y a des choses qui paraissaient évidentes aux développeurs qui m'ont toujours choqué d'un œil extérieur de me dire c'est pas normal qu'il y ait plein de bugs ou qu'il te faille te refaire le truc 3, 4, 5, 6 fois. Euh, c'est pas normal que tu sois en tension avec la personne qui va relire ce que tu as fait. C'est pas normal que tu stresses parce qu'il y a quelqu'un qui va vérifier, il y a un QA qui va prendre ton écran et bah oui, il va faire n'importe quoi, mais c'est son boulot, quoi. D'accord. Bah, écoute, sur ce que tu as dit, j'ai 2 questions parce que là, ça suscite ma curiosité. C'était quoi la boîte que vous avez créée avec ton ami pour tes études? Vraiment une agence. En fait, on faisait du porte-à-porte, des boutiques, etc. Est-ce que vous voulez un site internet, un intranet? Et donc agence web. OK. Et là, c'est encore en exercice aujourd'hui? Non, non, non. Alors, en fait, ça marchait trop bien. Ah, Et ça m'a permis de me rendre compte qu'il me fallait vraiment un diplôme. J'étais dans un secteur où il me fallait un diplôme. Donc j'ai vraiment bifurqué. OK, d'accord. Et du coup, ma deuxième question, chez Radio France, tu faisais quoi en dev? Parce que pour moi, Radio France, enfin, je visualise, beaucoup de contenu audio. Bon, je sais qu'ils font beaucoup de podcasts aussi. Alors j'étais au pôle numérique. Le pôle numérique a apparu il y a 7 ans, je pense, maintenant. Mmh. C'est le pôle qui gère toute la partie éditoriale web. Donc les sites internet, Radio France, France Info, France Bleu, etc. Donc moi je suis arrivé dans la période où il y a eu la rationalisation de tout ça, notamment suite aux attentats qui avaient montré que bah, effectivement les médias numériques étaient vachement importants dans l'acquisition de l'information, qu'aujourd'hui les gens bah, vont s'enseigner sur Internet et que ça devient critique, enfin ça devenait critique à l'époque, que les sites soient tout le temps accessibles, qu'ils ne se fassent pas Mmh. pirater. Ça a des très forts enjeux sur l'aspect performance et sécurité. Et du coup, le pôle numérique a été monté. Au tout début, j'étais là sur la partie architecture, donc architecture logicielle, donc reprendre tous les flux d'informations du système d'information de Radio France, les exposer sur les sites internet, coordonner les équipes techniques parce qu'il y avait beaucoup de monde à coordonner, mettre en place de l'outillage commun. Et puis après, j'ai pris la casquette QA, donc vraiment que de la QA. Là, alors je suis resté les mains dans le cambouis. J'ai fait 2 grosses casquettes, la mise en place d'outillage. Donc il y avait pas mal de besoins côté équipe technique, donc sur bah, créer des environnements pour recéter, déployer le plus vite possible, auditer un petit peu ce qui se passait, éviter de laisser des failles de sécurité. Et puis la deuxième casquette, c'était la partie vraiment formation, accompagnement des équipes, mettre en place une équipe de test, qui était long, intéressant. Mais c'est vrai que c'est ça, pour le coup, c'est quelque chose, un travail de longue haleine.
Donc, mettre en place tout le référentiel, avec une grosse erreur, je pense, que j'ai faite, c'est que moi, je m'attache beaucoup aux normes ISO et pu percevoir que les développeurs, faut pas les attaquer de front avec des normes ou des référentiels de sécurité. Ça m'a permis au moins de comprendre ça, qu'il vaut mieux amener les choses petit à petit et pas dire, bah oui, mais la norme 27001, elle dit ceci, ou ISTQB te dit cela. Donc c'était intéressant, au moins pour ça, ça m'a permis de réaliser quel angle d'attaque il fallait prendre auprès des équipes techniques. D'accord, donc en soi, quelque chose de très, très formateur. En tout cas, ouais, ça m'a l'air d'être une belle expérience, en tout cas. Ouais, et puis humainement, super. Très, très, très bonne équipe. Vraiment. Tu es resté en contact avec des personnes qui étaient là-bas. Ouais, il y a un peu le réseau des anciens, et puis c'était une entreprise où il y a beaucoup de valeurs humaines, en tout cas, au moins sur le pôle où j'étais. Je ne vais pas parler au sens large, mais c'était vraiment super. Bon, j'espère que certains d'entre eux écouteront cet épisode. Je leur passe le bonjour. Ok, bah écoute, merci beaucoup pour cette présentation. Alors, du coup, de ton expérience, tu as commencé à en parler un petit peu. C'est quoi la meilleure manière pour assurer une bonne communication entre testeurs et développeurs? C'est une bonne question. Je pense la toute première chose qui me vient en tête, il y en a sans doute d'autres, c'est déjà d'avoir des personnes qui travaillent dans la même équipe. Ça, c'est le point numéro un. Moi, j'ai pu le constater à plusieurs reprises. Quand il y a les testeurs qui viennent après les développements, ça se passe très 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 mal. Quand il y a les testeurs qui écrivent les tests d'acceptation en amont sans consulter les développeurs, ça se passe très 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 mal aussi. J'ai eu une bonne expérience chez en accompagnant un client, même plusieurs, mais en tout cas une particulièrement, où les testeurs étaient intégrés dans des équipes agiles, donc sur des sprints, et écrivaient tout ce qui était story, et les ajustaient avec les développeurs, et là ça se passait très très bien. Donc je pense que le fait de travailler main dans la main au quotidien dans une seule et même équipe, c'est le principal levier pour y arriver. Ok. Donc, en fait, faire un peu ce que préconise l'ISTQB. Bah, c'est pas pour rien les gens qui réfléchissent à la question. Après ISTQB, j'ai pu voir quand même que dès qu'on en parle auprès des développeurs, ça bloque parce que c'est assez normalisé quand même comme démarche. Ce qui est intéressant dans ISTQB, je crois que c'est ce que fait aussi McCall, c'est la grille d'évaluation des critères de qualité. Et se dire, OK, c'est quoi tes critères très importants pour toi en termes de qualité? La mandabilité, la performance, etc. Et déjà, ça permet de se mettre d'accord pour que les développeurs comprennent pourquoi il y a une exigence qualité quelque part. Ouais. Ça, c'est vraiment un levier qui est primordial. Moi, cette grille d'évaluation ISTQB, je l'avais repris et je la faisais signer quand j'arrivais dans une boîte à tous les parties prenantes, donc produits, décideurs, dev, testeurs, pour que déjà tout le monde se mette d'accord pour dire OK, on va au moins dans cette direction-là. Et c'est vrai que ça marchait bien aussi pour créer de la cohésion. D'accord, donc en fait, tout est question de communication, comme toujours. Tout à fait. Déjà, entre équipes techniques, la communication est importante, mais entre différents pôles, ça l'est encore plus. Il y a aussi, je pense, quelque chose qui est important, mais je pense pas que ce soit toujours vrai, c'est d'éviter, de mon point de vue, une trop forte connivence entre les testeurs et la technique. Ça m'est arrivé de voir des testeurs qui avaient une bonne appétence sur de la technique, et du coup qui s'éloignaient énormément de la partie test utilisateur, et qui petit à petit dérivaient en disant ah oui mais attends, est-ce que ton algorithme ça peut être ceci, est-ce qu'on peut zoomer un petit peu plus de cette manière, et très très vite le testeur se substitue au développeur, et là ça crée de la tension. Donc les meilleurs testeurs avec qui j'ai travaillé, c'est des gens qui étaient orientés très produits, très parcours utilisateur, et ce qu'il y avait dans la machine, ils s'en occupaient royalement. Ah, c'est intéressant ça. C'est mon expérience. Ok, bah tu vois, c'est drôle parce que moi j'ai une vision qui est plutôt à l'inverse, où je me dis en ayant une meilleure connaissance technique, tu peux aller plus finement dans ton analyse, tu vois. Mais après, c'est vrai que voilà, un testeur, ça se doit quand même d'être très binaire en fait. Soit ça marche, soit ça marche pas. C'est l'attendu qu'on veut ou c'est pas l'attendu qu'on veut. Il n'y a pas d'entre-deux. Mais en même temps, c'est vrai que c'est quand même beaucoup plus simple, en tout cas, moi je le vois au quotidien, de discuter avec des devs en disant si t'expliques quelque chose de technique et que tu comprends ce qu'il te dit,
ce sera beaucoup plus simple derrière pour la correction de ton anneau. C'est plus facile pour la communication. Là où il y a un écueil que moi j'ai vécu, c'est quand on dit pas le test ne passe pas, on dit le test ne passe pas et je pense que c'est parce que. Et là, j'ai vu des allers-retours infinis avec des retours de balles en disant oui, mais le testeur il m'a dit que c'était ça et en fait non. C'est là moi la frustration que j'ai pu voir dans les équipes, c'était ça. D'accord. Ok. Effectivement, le testeur qui est à l'aise sur l'automatisation, sur un peu le scripting, etc., ce sera toujours plus facile pour communiquer. Ça, c'est une certitude. Oui, bien sûr. D'accord, très bien, très bien. Bah écoute, on continue un peu sur ma prochaine question, ça reste encore sur les relations entre développeurs et testeurs. Est-ce que tu penses qu'il y a un problème d'ego par moment? Alors, je te vois sourire. Alors, je reprends. Le premier truc qu'on nous dit, enfin, pas le premier, mais une des choses qu'on nous dit en formation, c'est attention à la relation que vous aurez avec les développeurs, parce que vous êtes un peu porteur de mauvaises nouvelles. Vous êtes là pour trouver des bugs, vous êtes là pour trouver des problèmes, donc à un moment donné, il va y avoir conflit, parce que d'un côté, vous avez des personnes qui construisent quelque chose, et vous arrivez en disant, bah non, en fait, là, ça va pas du tout, et vous déconstruisez tout ça. Donc, est-ce que tu penses que quand ça va hyper loin et que tu as vraiment un gros conflit entre un développeur et un testeur et que tu as de la colère, hein, des fois, c'est un problème d'ego ou peut-être de maturité? Je pense pas uniquement un problème d'ego, même s'il y a de ça, mais je vais faire l'analogie avec un problème qu'on a nous entre développeurs. C'est c'est dans les revues de code. Dans les revues de code, on a le même souci, c'est-à-dire qu'il y a une personne qui livre du code source et une autre qui relit du code source et qui pointe les anomalies. En tout cas, celle qu'il arrive à déceler. J'ai pu, je crois, à plusieurs reprises, désamorcer ces situations. Déjà, il faut expliquer aux développeurs qu'on ne juge pas le développeur ou ses compétences, mais du code produit. Donc ça, c'est difficile à accepter au début, mais c'est juste qu'il faut écrire. Nous, on a une charte qui dit, OK, en tant que committeur, bah, prends conscience que bah, tu dois faire de ton mieux, etc. Et qu'on ne juge pas ton code. On ne te juge pas toi, pardon. On essaye de faire en sorte qu'il n'y ait pas de problème pour le client. Donc cette notion de problème pour le client est importante. Il n'y a pas de bon code ou de mauvais code, il y a juste malheureusement parfois des anomalies qui peuvent survenir. Et excuse-moi, je te coupe, mais tu penses que c'est difficile à accepter pour quelle raison? Alors justement, c'est dur à accepter pour la deuxième raison, je pense. C'est quand on livre pas assez régulièrement et que le développeur a eu un très fort investissement. Il a travaillé plusieurs jours. Où là, bah, le retour en arrière, c'est hyper frustrant parce que bah oui, on a travaillé, on a fait de notre mieux et on se voit mettre 2, 3, 4 jours de travail à la poubelle. En livrant très régulièrement et en faisant des QA très très régulièrement, en fait, on invalide qu'une toute petite partie de ce que le développeur a fait. Et pour un développeur, c'est beaucoup moins frustrant de se dire, bah ok, oui, j'ai perdu 3 heures, j'ai perdu 4 heures, que j'ai perdu 3 jours. Et c'est pas forcément un problème d'ego, c'est parfois un problème d'investissement. Quand un développeur s'investit, qu'il se dit ouais c'est super ce que j'ai fait, qu'il est aussi très très fier parfois, il ou elle hein, bien sûr, très très fier de son code parce qu'il a pensé à tel cas, etc. Et que le QA il arrive et direct il y a un truc qui explose. Bah ouais, c'est le rapport sur investissement, je pense, qui est frustrant. Pas forcément de l'ego, mais l'investissement. D'accord. Et est-ce que tu as des solutions pour... Bon, alors, tu l'as déjà dit tout à l'heure dans la communication, mais concrètement, est-ce que tu as un exemple concret si jamais demain, par exemple, moi ou quelqu'un qui écoute le podcast se retrouve en face d'un développeur qui est en colère, vraiment qui est en colère et qui dit oh, de toute façon, vous les QA, vous faites de la merde, vous vous rendez pas compte, qui se sent vraiment attaqué dans sa chair, dans ce qu'il a fait, quoi. Je pense qu'il y a deux choses. C'est déjà expliquer ce que c'est qu'une démarche de test, par exemple sur les cas limites. Je l'observe très souvent. Moi, par exemple, je fais des revues de code, donc qui reviennent un petit peu à faire de la QA, où je revois les tests automatisés. Et je vais dire au développeur, bah oui, mais
ton cas limite, il n'est pas testé. Tu as pris le cas nominal, ça marche bien pour toi. Mais qu'est-ce qui se passe si l'utilisateur il entre un nombre négatif dans un montant voilà, donc expliquer un petit peu comment on borne des tests. Et donc comment vous avez fait pour tester ça et que c'est pas juste pour l'embêter, c'est que ça fait partie de la démarche de test d'avoir mis un truc incongru. Je pense qu'il y a de la colère parfois quand les choses sont incongrues. Et le deuxième point, c'est il faut pas hésiter à, je crois, hein, à insister sur ce qui va bien aussi dans ce qui est testé. Si par exemple il y a 20 cas de tests et qu'il y en a 18 qui passent, bah, c'est vrai que le développeur il va se prendre direct les deux qui sont rouges et il va pas voir les 18 qui sont bons. Et du coup, insister sur les 18 en disant ok, globalement c'est super, mais il y a ces deux cas-là, bon bah voilà. Il y a aussi cet aspect de négociation pour dire ok, ces deux cas-là sont pas bons. Est-ce que tu es en capacité de livrer déjà les 18 autres cas? Et demain, tu me livres les deux autres et je revaliderai la suite. Ok. Donc faire de la pédagogie, expliquer, et puis tout simplement faire comprendre que, encore une fois, comme dans le cas de l'ISTQB, qu'on travaille en équipe. Ouais. Ouais. Et ne pas bloquer, essayer d'avancer. Si le développeur peut livrer ce qu'il a et qu'il n'y a pas d'impact pour le client, parce que c'est une fonctionnalité qui n'est pas activée, etc., le rôle de la QA, c'est de s'assurer que le client ne rencontre pas de problème et que le produit a le comportement attendu. Et c'est pas le rôle de bloquer le développeur. Donc c'est vrai que laisser avancer est ce qu'il y a sans doute de plus efficace. Sauf si bien sûr c'est n'importe quoi. Hein, si c'est n'importe quoi. Et on va voir. Ça on le dira rapidement. Tu travailles actuellement sur la publication d'un livre qui est intitulé Une histoire de la qualité. La sortie est imminente, de ce que j'ai compris. Alors, j'avais plusieurs questions à ce sujet. Déjà, comment tu fais pour mener l'écriture d'un livre, en plus technique sur la qualité, et puis ta vie à côté, parce que écrire un livre, c'est quand même beaucoup de boulot. Pourquoi tu as eu envie de te lancer là-dedans et dans ce format et pas dans un autre format? Ok. Alors, le titre a changé avec l'éditeur. Maintenant, on s'est mis d'accord sur qualité logicielle pour les développeurs back-end. Donc, Ok. beaucoup plus ciblé. Je vais parler du pourquoi après. Sur comment je fais, j'ai une tendance à être assez hyperactif, on va dire. Je parlais de lecture de thèse, etc. Donc c'est vrai que je fais beaucoup de contributions. Et globalement, il n'y a pas de secret. Enfin, je me lève tôt le matin. Voilà. Et j'ai pris l'habitude, depuis mes études, en gros, de me lever tôt et de faire une première journée avant de faire ma journée de travail. Donc, qui me permet d'être assez efficace. Et une fois qu'on a le pli, ça marche bien. Ah, bravo, parce que c'est pas forcément évident. J'utilise aussi beaucoup la méthode GTD, Getting Things Done, qui est une méthode de travail pour avancer efficacement. Et c'est vrai que ça marche quand même très très bien, je trouve. Et le pourquoi j'ai fait le livre, je pense que c'est avant tout par rapport à de la frustration. Parce que je vois beaucoup de monde, j'ai accompagné beaucoup de développeurs, beaucoup de products, etc. Et à chaque fois, je dois réexpliquer un petit peu les mêmes paradigmes. Les ressources qui existent sont principalement anglophones. Soit elles datent, soit elles manquent de concret, je trouve. Alors, il y a de très bonnes ressources, quand même, hein, en monde anglophone. Mais il me manquait un truc qui dit, ok, les tests unitaires, je vais pas t'expliquer ce que c'est. Il y a des millions de livres qui t'expliquent ce que c'est qu'un test unitaire. Par contre, concrètement, voici comment tu veux faire pour les faire bien, si tu veux pas avoir à tous les casser par la suite. La partie métrique de code, bah oui, tu vas trouver des logiciels, mais qu'est-ce que ça veut dire que tu as une complexité de code trop élevée? C'est quoi l'impact sur ton code source? C'est quoi l'impact sur tes tests? Voilà. Et le troisième pan qui manquait, et qui pour le coup manque même dans la littérature anglophone, c'est tout ce qui a trait au coût. Je le vois au quotidien, les développeurs ne savent pas vendre la qualité, les QA ne savent pas vendre la qualité aux décideurs, parce que je pense qu'il manque l'angle d'attaque du coût, de dire ouais, qu'est-ce qui est le plus cher, la qualité ou l'absence de qualité.
il y a des gens qui s'y frottent, mais finalement, ça reste souvent très théorique et les gens qui sont les mains dans le cambouis manquent un petit peu de levier pour dire, «Bah, attends, oui, là, je te demande d'investir dans tel pan de qualité logicielle, mais bah, crois-moi, si on fait ça, il y a des chances qu'on gagne de l'argent». Donc je démarre par ça, c'est la première partie du livre. C'est dire, bah, est-ce que vous allez gagner ou perdre? Et il n'y a pas de réponse, c'est pas parce qu'on investit énormément en qualité qu'on gagne de l'argent. Il y a un équilibre à trouver, qui a été empiriquement un petit peu étudié et trouvé depuis les années 80. Mais le livre, en tout cas, est là pour répondre à ces questions, pour donner du concret en fait aux développeurs. Mais c'est dur quand même d'arriver à... Alors, merci pour cette réponse. C'est dur d'arriver justement à vendre quelque chose. Parce que là, on rentre un peu dans la partie commerciale, que ce soit un dev ou que ce soit un QA qui aille voir sa hiérarchie en disant, écoute, on a besoin de mieux s'organiser, de changer notre stratégie et de mettre plus d'accent sur les tests parce que en fait, derrière, bah, tu verras que ça va nous faire gagner de l'argent. C'est dur. Là, tu passes quand même dans une autre compétence. C'est dur, mais parce que c'est mal abordé. Moi, c'est ce que je dis souvent aux développeurs. Si vous faites pas de test, c'est de votre faute. Alors, c'est un peu méchant de dire ça comme ça, mais, euh, mais ce qui se passe, c'est que les gens, les développeurs en tout cas, ont un focus sur soit de la dette technique, Mhm. pour dire il y a de la dette, il y a de la dette, il y a de la dette, soit il n'y a pas de test et donc il va y avoir des régressions, des régressions, des régressions. Mais en fait, s'il y a juste une démarche inverse, à se dire qu'est-ce que l'entreprise attend. Donc, par exemple, il faut poser la question au décideur, c'est quoi la stratégie? La stratégie, si le décideur dit, bah là, la roadmap, là on va parler concrètement, ça va être d'attaquer un marché international l'an prochain. Bon, ok, bah là, le marché international, au regard de la roadmap, eh ben, peut-être que mettre en place une stratégie qualité sur l'internationalisation serait pertinente. Est-ce que on est prêt à investir un petit peu de temps? Je te propose qu'on essaye pendant 2-3 mois de prendre chaque tâche, on va peut-être prendre 5, 6, jusqu'à 10% de temps en plus. Mhm. Je te garantis que ce ne sera pas plus que 10%, et voyons le résultat par rapport à cette roadmap. Et présenté comme ça, en fait, en général, ça passe assez bien. Et le deuxième truc, c'est qu'il faut, les développeurs l'ont pas, je sais pas si les QA l'ont, cet état d'esprit, c'est qu'il faut accepter que les décideurs ont envie que le travail soit bien fait. Ok. J'ai jamais rencontré qui que ce soit, pourtant j'ai accompagné beaucoup de boîtes, mais j'ai jamais rencontré qui que ce soit qui n'a pas envie que le travail soit bien fait. Par contre, tout le monde ne met pas les mêmes mots sur bien fait. Mhm. Donc si on se met d'accord pour dire bien fait, ça veut dire que le code il est évolutif ou que le produit est évolutif ou qu'il est maintenable ou qu'il est performant et que ça a été acté, bah là on a des arguments pour dire bah dans ce cas-là, c'est pas en accord avec la roadmap ou la stratégie de l'entreprise si on fait pas ça. Et le deuxième truc que les développeurs font très mal, c'est de considérer la qualité comme un truc en supplément. La qualité fait partie du travail. Et moi ce que je dis toujours, c'est bah quand tu fais une estimation, tu vas pas chiffrer le temps que tu passes à taper sur ton clavier. Tu vas pas chiffrer le temps que tu passes à propager ton code source, donc à le commiter et à le mettre à disposition à tes collègues. Donc pourquoi chiffrer du test? Pourquoi chiffrer de l'audit? Ça fait partie de ton taf. Gonfle ton ticket, inclus tout ça dedans, mais ça fait partie de ton travail. Et les développeurs n'osent pas inclure cette démarche qualité directement. Pareil sur les phases de QA. Bah, bien souvent, on délègue un petit peu la phase de QA en disant bah non, non, là, faut livrer vite, maintenant, on n'a plus le temps, ça vient en plus, c'est une ressource externe qui coûte de l'argent. Et non, en fait, dans l'estimation du projet, bah, fais x2, fais x3, je sais pas, prends tes marques, mais inclus ce temps de QA parce que ça fait partie du ticket. Mhm. Donc moi, systématiquement, quand j'ai un chiffrage, bah, je fais x2, x3. Et comme ça, on fera des jolies grilles de tests avec des cas utilisateurs. Et ce sera pas du supplément, ça fait partie du livrable en fait. D'accord. Et la même chose, je l'associe à la documentation. Nous, côté technique, on refuse le code qui n'est pas documenté. Ok. En fait, on dit bah, la doc fait partie du livrable au même sens que le code. Les tests font partie du livrable au même sens que le code. Et une fois que ça s'est perçu, ça passe tout seul.
Mmh. Mmh. Ouais. C'est très intéressant ce que tu dis parce que souvent, quand on arrive au test, on est sur un goulot d'étranglement, tu vois. Le management par le planning, tout le monde essaie de suivre un planning qui, au final, dans 90% des projets, n'est pas tenable. Et on essaie de tout squeezer vraiment sur la partie des tests parce que, comme tu dis, on considère que c'est un truc en plus. Une fois que le produit est construit, c'est bon, on peut y aller, on peut avancer. Et c'est comme ça qu'on se retrouve après à avoir des régressions, revenir en arrière, et des allers-retours et perdre du temps, etc. Mais c'est vraiment c'est difficile de le faire entendre aux décideurs, quoi. D'arrêter de. Bon, après, ils ont aussi une pression au-dessus, mais de prévoir plus de temps. Alors, il faut être factuel. Moi, j'ai une obsession de la métrique. Donc, je collecte absolument tout. Et il y a des éléments factuels qui ne montent pas quand les décideurs ont du mal. Il faut mesurer le temps passé sur de l'anomalie. Globalement, il n'y a que ça qui marche. Quand on va avoir des équipes qui consacrent 40-35% de leur temps à de la résolution d'anomalies, en fait, c'est super simple de calculer, dire OK, le coût global des équipes de delivery ou de support, c'est tant d'euros. 40% de ça, bah, c'est énorme. Donc, est-ce que ça vaut le coup d'essayer de mettre 10% pour augmenter la masse de test ou de QA? Et bah, ça reste de l'argent, hein, mais le mesurer tout marche assez bien. Par contre, quelqu'un qui arriverait en disant faut faire plus de QA parce qu'il y a trop de bugs, ça marchera jamais. Moi, je peux te donner petit peu un cas d'usage, toi, sur la boîte où je suis actuellement. Moi, je suis arrivé Enfin, ça fait 5 ans que je suis là. J'ai commencé vraiment à accélérer sur la partie qualité il y a 3 ans. Oui. Et les arguments que j'ai eus, bah, c'est de se dire, OK, l'an dernier, on a eu tant d'anomalies. Bon, je suis dans une position de décideur, donc j'ai pu mettre les leviers en place sur la qualité. Par contre, j'ai pu dire, bah, OK, on a augmenté de 4% nos efforts sur la qualité. Donc moi, je le mesure tout simplement en nombre de merge requests qu'on fait, qui sont labellisés qualité. Okay. Mais on a réduit les anomalies de 13%. Donc il y a une corrélation quand même super forte. Et du coup, à partir de cette corrélation, bah, je l'ai reprouvé l'année suivante. Okay. Et là, bah non, ça roule tout seul parce que bah oui, dès que c'est mécanique, on augmente la qualité et paf, direct, on a une chute des anomalies. Il faut mesurer. C'est génial. Non, vraiment, c'est top. Mais t'as pas un petit template qui peut être utilisé? Alors, c'est laborieux. Faut savoir que cet aspect mécanique de la qualité par rapport aux anomalies a été empiriquement étudié quand même pas mal. Donc, il y a plein de ressources, plein de chiffres, et j'en mentionne quelques-unes dans le bouquin là-dessus. Il faut faire attention que ça marche jusqu'à un certain point. Au-delà d'un certain seuil, c'est plus vrai. C'est l'inverse. En gros, si on dépasse plus de 35% des efforts sur la qualité, globalement, la qualité baisse. Pourquoi, je ne sais pas trop. Mais empiriquement, c'est ce qui se passe. Je pense que c'est beaucoup derrière, c'est qu'on doit partir dans des délires de processus trop lourds, je soupçonne. Mais ça se vérifie bien quand même dans les faits qu'investir un petit peu dessus marche. Il y a d'autres leviers qu'on peut exercer également. C'est essayer de chiffrer les coûts de non-conformité. C'est hyper dur, les coûts de non-conformité. Alors, attends, je vais juste arrêter. Est-ce que tu peux définir pour les gens qui ne sont pas du tout au fait, qu'est-ce que c'est la non-conformité? Ok. Alors en QA, il y a deux types de coûts. Il y a les coûts de conformité et les coûts de non-conformité. Donc les coûts de conformité, c'est tout ce qui aura trait à l'investissement. Donc il y a la conformité, les coûts de prévention, donc la formation, la documentation, etc. Et les coûts j'ai dit prévention, donc les coûts, tout ce qui va être analyse, audit, coûts d'évaluation. On évalue si les choses sont bonnes ou pas. Donc ça, en général, dans une boîte, c'est ce qui est à zéro, quasiment, quand on n'a aucune démarche qualité. Et du coup, l'autre balance, qui fait que quand on est à zéro, bah, ça explose de l'autre côté, c'est les coûts de non-conformité. Et dans les coûts de non-conformité, on a tout ce qui va avoir non-conformité interne. Mm-hmm. Donc, typiquement, quand on prend un ticket qu'on doit le refaire, bah, c'est du retravail, donc c'est une non-conformité, donc ça a un coût. Et la non-conformité externe, typiquement, les plaintes, l'insatisfaction, l'utilisation d'une garantie, la perte d'un contrat, où là, pour le coup, c'est vraiment très dur à mesurer en termes d'argent, mais qui n'est pas négligeable. Et on peut quand même mesurer les coûts de non-conformité interne, donc la non-conformité et les allers-retours,
en disant, bah ok, ce ticket-là, il a été non validé N fois. Donc, une chose qui est simple, mais normalement tout testeur, enfin je pense que c'est des choses dont les auditeurs sont familiers, c'est si on traque bien le temps passé sur la QA, donc si sur chaque tâche de test, chaque step, on dit bah là j'ai passé 1 minute, 2 minutes, 3 minutes, etc. On se retrouve assez rapidement à identifier les domaines métiers où il y a beaucoup de temps passé à de la QA et beaucoup d'anomalies. Oui. Et donc, on peut mettre ça en balance par rapport à l'investissement qu'on a mis sur ce développement, sur la même fonctionnalité. Donc, on a la métrique, on a l'argent, clac, et on peut faire le levier pour Et dire. après, on a les données qu'il nous faut pour dire, OK, il faut mettre plus d'argent sur les QA. Ouais, c'est ça. OK, très bien. Donc 35%. Alors, d'après les études que j'ai pu lire, c'est entre 23 et 34%. Entre 23 et 34. Et ça viendrait d'où? Moi, après, des personnes très intelligentes qui ont réfléchi à ça, mais... Non, c'est pas de la réflexion, c'est de l'empirique. En gros, C'est l'empirique. entre les années 85 ou 88, je crois, jusqu'à 96, toute l'époque de la gloire IBM, Yahoo, etc. Même avant Yahoo, mais ça a démarré par IBM, ensuite ça a été repris par Yahoo. Il y a eu des premiers responsables qualité qui sont apparus et ils étaient assez maniaques et ils mesuraient tout. Okay. Et donc il y a une thèse assez intéressante, je sais plus qui l'a écrit, où ils ont suivi pendant de 88 à 96 une vingtaine d'éditeurs logiciels. Et là, ils ont tout labellisé, tous les coûts, etc. Et ils se sont aperçus, effectivement, sur ces 19 éditeurs logiciels, les projets sur lesquels il y avait le moins d'anomalies, c'était entre 23 et 34%. Et ça a été réétudié chez Yahoo et ensuite, beaucoup plus tardivement, chez Google. Et pareil, on a les mêmes ratios d'efforts sur la qualité qui sont empiriquement trouvés. C'est fou ça quand même. Et enfin, là où c'est assez drôle, c'est que quand même entre les années 80, 90, avant les années 2000 et après les années 2000, on n'a pas du tout la même utilisation de l'informatique dans son ensemble et puis des nouvelles technologies, tu vois. On est quand même sur un truc qui est très exponentiel. Et pourtant, malgré ça, malgré la multiplication de tous les éléments numériques, on est quand même sur un pourcentage qui est similaire. On est pareil. Ça bouge assez peu. Moi, dans le logiciel d'analyse de code que j'ai pu produire, j'ai pu le constater. Donc, j'ai repris toutes les métriques de qualité logicielle qui datent des années 80. J'ai repris les études qui ont été faites dans les années 80. J'ai brassé, du coup, avec mon logiciel, à peu près tous les projets open source qui existent sur un langage de programmation. J'ai brassé aussi pas mal de choses internes et j'ai la même courbe. Ça n'a pas bougé, je pense, en 50 ans. La manière dont on produit change un petit peu, mais au final, on produit du code qui est livré, alors peut-être plus souvent qu'avant, mais de la même manière globalement. Et c'est vrai que c'est très triste. J'espérais, quand j'ai fait les audits, qu'on ait progressé un petit peu, mais non. C'est pareil. C'est fou. Je serais curieuse de voir ce que ça donne dans 100 ans. Bon, on sera plus là pour... on sera plus là pour pouvoir en parler, mais c'est assez... comme quoi, les statistiques, en tout cas, c'est quelque chose qui ne bouge pas. Alors, justement, tu as parlé d'open source. T'es acteur, tu contribues à la communauté open source de temps en temps. J'ai été faire un petit tour sur ton GitHub. Donc, petit rappel pour les personnes qui ne sont pas du milieu informatique, open source, ça signifie simplement qu'on va retrouver du code en libre service sur des plateformes comme GitHub pour le bien de la communauté web. Ce code peut être réutilisé sur des sites, sur des applis et puis construit au-dessus. Et puis il y a des personnes techniques qui vont par exemple travailler sur un projet et puis faire de la revue. Et puis voilà, c'est vraiment un travail d'ensemble pour faire en sorte de mettre à disposition des outils, notamment du code, à d'autres personnes. Pourquoi l'open source? Qu'est-ce que tu penses de l'open source? Est-ce que tu penses que demain, avec tout ce qui se passe autour de l'intelligence artificielle et puis qui s'accélère ces derniers temps, est-ce que tu penses qu'on va conserver cette manière de penser open source ou pas du tout?
Alors c'est une bonne question. Je vais démarrer sur le pourquoi open source. Hem, je pense que j'ai un état d'esprit qui correspond pas mal à l'open source. C'est quelque chose qui est inhérent un petit peu à mon mode de fonctionnement. Pour donner une idée, par exemple, quand j'ai pu intégrer, l'école d'informatique, Mmh. avant même de faire ma soutenance, mon rapport était open source et j'avais fait un gros livre blanc que j'avais diffusé, à l'époque sur développer.com, parce que, ça me paraissait naturel comme démarche. Ouais, ça OK. t'oblige en fait, l'open source t'oblige à faire des choses du mieux possible. Donc c'est vrai que j'ai très tôt commencé à rédiger des billets de blog, et cetera, parce que, bah, c'est un très bon moyen pour apprendre, l'open source et la communication. Parce que, bah, tu peux pas dire n'importe quoi quand tu écris quelque chose. Heu et voilà, j'ai eu une période où j'étais extrêmement actif, je le suis moins aujourd'hui. Et c'est vrai que l'open source apporte énormément. Déjà, il y a rien de plus gratifiant de voir qu'un projet, bah, peut marcher, avec plein de contributeurs, qu'il y a des gens qui apportent des choses et c'est hyper gratifiant de voir que les gens utilisent ce que tu as fait. Oui. Ouais, c'est vraiment, j'ai pu voir dans le train, par exemple, des gens utiliser ce que j'avais fait devant moi et tu te dis: «Waouh, c'est Ah ouais? super, Mais c'est génial ça! ouais, ouais, c'est génial». Ou je vois dans des offres d'emploi, et cetera, donc c'est hyper gratifiant. Après, est-ce que l'open source serait tué, via les IA? J'avoue que j'en doute un petit peu, vu que les IA sont quand même fondamentalement basées sur des projets open source, que Google a indiqué qu'ils avaient perdu la guerre, de l'IA face à l'open source. Je pense pas qu'il y ait, de changement radical là-dessus. Il y a des très bons, si on prend GameFace, par exemple, qui est un provider d'IA générative, c'est open source et ça marche très, très bien. Ils ont un modèle économique qui dépend de ça, et c'est vrai que ça marche bien quand même. Donc je pense pas que l'open source change, fondamentalement. Ce qui change, c'est la manière dont on le produit, heu, surtout d'un point de vue développeur. Moi, ça va faire 2 ans maintenant que j'utilise Copilot, donc les IA génératives de code source. Et c'est vrai que ça change totalement la donne. Donc je pense que là-dessus, ça va évoluer. Après, l'open source sera toujours là, je crois. OK. Donc est-ce que tu as l'impression qu'on va aller vers un web de plus en plus, ouvert, du coup? Ah Pour non, faire des par contre, non, je crois pas, parce qu'on a déjà perdu la bataille du web ouvert. ouais. Moi, je vois la différence. Après, on s'éloigne un petit peu, mais je vois la différence entre, quand j'ai démarré internet et aujourd'hui, où on avait un internet, pour le coup, quand même assez décentralisé, même s'il y avait des gros acteurs. Heu Aujourd'hui, on l'a plus, enfin, les gens sont de moins en moins bons en informatique, savent de moins en moins configurer l'ordinateur, ils savent pas se passer de Google, et cetera. Donc rien que par l'usage ou par le manque de formation des gens, on tend à avoir un internet centralisé. Ça a ses avantages, ses inconvénients, mais Bah, tu vois, je trouve ça quand même paradoxal parce que après, ouais, c'est juste ma vision de quelqu'un qui connaît pas grand-chose au final, mais j'ai vraiment l'impression qu'au contraire, de plus en plus de monde s'intéresse à comment sont construits tous ces outils qu'on utilise aujourd'hui, tu vois. Comment c'est fait de l'intérieur, comment c'est structuré, comment sont faites les applis, non? il y a les gens, de ce que je peux voir autour de moi, là, je n'ai pas de science ultime ou de vérité ultime. Les gens s'intéressent beaucoup à la surface des produits. Donc, il suffit de voir, hein, globalement, les gens utilisent très très peu de produits différents au quotidien, Mmh. n'ont aucune notion de ce que c'est qu'une arborescence de fichiers, comment Internet marche. On le voit, vous devez voir des côté test, des cas où les gens rapportent, qu'il n'y a plus rien qui marche parce qu'en fait, tout simplement, ils n'ont pas Internet, ils ont pas de Wi-Fi, et cetera. Et globalement, les gens ont moins de panne qu'avant en informatique. Donc forcément, ils plongent moins dans les entrailles. Je le vois beaucoup côté recrutement, je recrute beaucoup, au quotidien. Et les juniors, donc les gens qui sont sortis d'école ou parfois qui font des formations un petit peu accélérées, bah, sont utilisateurs d'internet. Donc ils utilisent très bien internet, Ouais. mais ce qu'il y a en dessous ou pourquoi ça marche dans leur cas et pas dans d'autres, bah, ça les dépasse totalement. Donc petit à petit, j'espère qu'une génération arrivera heu, plus de connaissances, mais on parle beaucoup dans le monde du recrutement tech de la génération Facebook, qui est
réputée pour être la génération où pour la première fois les gens sont moins forts en informatique que leurs parents. OK. Ouais, je l'avais pas vu comme ça. Donc c'est vraiment dans l'utilisation même et pas dans, les briques, quoi. Ouais, tout à fait. Bah, D'accord. globalement, moi quand j'étais ado, mon ordi, je le réinstallais, au moins une fois par mois, souvent toutes les semaines, et on avait des bugs tout le temps. Aujourd'hui, il y a plus de bugs, majeurs. Mmh. Il y a des bugs quand on utilise un logiciel, au final, on rafraîchit la page, et cetera. Mais c'est rare d'avoir un truc où il y a un crash total, heu, d'un système. Ouais, mais bon, après aussi, est-ce que c'était pas, je vais pas dire plus simple, n'exagérons rien quand même, mais il y avait quand même moins d'acteurs. Est-ce que c'était pas moins complexe avant? Ah si, je crois, en tout cas, enfin ça dépend quoi, l'accès à l'information, par exemple, était plus complexe. Heu, Ouais. L'accès à la communication était beaucoup plus complexe. Construire un site internet était 1000 fois plus simple. Il y avait pas d'application mobile. Donc ouais, il y a du plus simple et il y a du plus complexe. Je pense que c'est 2 situations totalement différentes, et encore, moi je parle de ce que je connais il y a 15-20 ans. Ceux qui ont démarré encore avant diraient autre chose. Mmh mh. Mais en tout cas, je pense que ça va être une belle évolution et j'attends de voir où on sera dans ne serait-ce que dans 5 ans, tu vois? Ah ouais, ouais, ça c'est certain. Ouais, ça va être assez fou. OK. Bon, Jean-François, on arrive sur la fin, du podcast. Est-ce que tu as une question pour moi? Eh bien, ça m'intéressait de savoir ton quotidien, ta relation aux développeurs. Du coup, si je posais des questions sur justement comment éviter de froisser, ou en tout cas comment gérer un développeur ou une développeuse qui serait en colère. Euh, c'est quoi du coup toi ta recommandation là-dessus? Alors ma recommandation là-dessus, honnêtement, je pense pas que je dirais quelque chose de plus que ce que tu as déjà dit. C'est vraiment, la communication. Expliquer très clairement le contexte dans lequel on était, hem, en faisant le test. Pour le coup, on nous demande souvent de rajouter du contexte des fois qu'on juge, pas forcément utile, et plus on rajoute de contexte, plus on donne d'informations et mieux c'est. Donc c'est ce qu'on essaie de faire, au sein de mon équipe. Pour le coup, je pense que j'ai de la chance, ça se passe plutôt bien, avec les développeurs avec lesquels je travaille. J'en ai rencontré un seul qui a été un peu, mais bon, il est pas resté très, très longtemps. Parce que pour le coup, là, je pense qu'il y avait une question d'ego, tu vois? Mais non, non, vraiment, ouais, c'est ce que tu disais, expliquer, ce qu'on fait et l'objectif pour lequel on est là, en fait. C'est-à-dire, bah, sortir une feature, sortir un produit. Et puis moi, je fais du test de bout en bout. Hem, donc on est vraiment dans les pieds de l'utilisateur final. Si on remonte quelque chose, donc ça c'est plutôt cool, tu vois, de notre côté. Quand on remonte quelque chose, on sait que c'est vraiment ce que va voir le client derrière et bon, ils ont tendance à quand même à prendre au sérieux, les anomalies qui sont remontées, surtout quand on remonte des bloquantes et des majeures. Voilà. Et j'ai une deuxième question, mais alors avec le temps qu'on a, jusqu'à quel point tu penses que les QA aujourd'hui utilisent les métriques logicielles? Je pense par exemple, il y a une métrique qui est assez pratique, c'est la probabilité de bug dans un code source. Mmh. Euh, Tout ce qui va être intervalle de Mayer, etc., ou les métriques d'Alstit sur le nombre d'opérandes, le nombre d'opérateurs qu'on va avoir dans un code, et du coup, plus il y a d'opérateurs, plus il y a d'opérandes, plus il y a de cas de tests à produire. Mmh. À ton avis, aujourd'hui, alors peut-être soit au sens large, si tu le sais, ou pour toi, est-ce que les QA aujourd'hui s'appuient sur ce genre de choses? Pour moi, non, Du tout. du tout. Il y a peut-être, bon, j'exagère, bah, après moi je suis dans la partie plus fonctionnelle, technico-fonctionnelle, peut-être que côté, Automne, il y a forcément par le métier, tu vas plus t'appuyer sur, des données. Mais, en tout cas de mon côté, pour moi, non, il y a pas énormément de QA qui se basent sur des métriques après pour faire des retours et puis des rapports et autres. Après, il faut qu'on en produise, donc on en produit.
mais est-ce que tu le réutilises derrière? Après, je sais pas, hein, parce que c'est le contexte dans lequel je suis. Peut-être que dans un autre contexte, ce sera complètement différent, mais en tout cas, moi, de ce que je vois aujourd'hui, il n'y a pas énormément de QA côté fonctionnel qui vont se baser là-dessus. Même si on nous demande quand même de produire des rapports avec, des stats avec des données visuelles. Ok, bah faut savoir que ça existe, en tout cas qu'on peut identifier une probabilité de bug dans un Ok. code. Du coup, c'est assez pratique. Moi, j'ai été marqué par un de mes anciens managers qui, justement, sur les grilles de QA qu'on faisait, m'avait forcé, parce qu'à l'époque je le faisais pas, à identifier ce qui était important et pas important comme test, et surtout de traquer le temps passé. Et petit à petit, je l'ai intégré pour me dire, ok, maintenant, je vais surtout tester ce qui est très important. Ce qui est testé souvent, je vais l'automatiser, et je vais me focaliser sur là où il y a une probabilité de bug élevée, pour consacrer mes efforts, parce que je sais, justement, on parlait du fait que la QA venait souvent après, et du coup, obligatoirement, on est obligé de cibler un petit peu les cas de tests qu'on va traiter. C'est intéressant de prendre ces trois leviers-là, le temps passé, l'importance et la probabilité de bug, pour dire, oui, je vais pas tester tout, je vais me focaliser quand même sur ce point-là, parce que là, ça doit valoir le coup. Alors, pour le coup, pour l'importance, ça, c'est assez systématique. Là-dessus, tu n'as pas le choix. Ouais. Parce que tu ne peux pas tout tester, n'est-ce pas? Comme le dit l'ISTQB. Donc, tu es obligé de toute façon de prioriser. Parce qu'en plus, des cas de test un peu tordus, tu peux en trouver pléthore. Donc, tu n'as d'autre choix de toute façon que de prioriser par ordre d'importance. Mais par contre, pour les deux autres, ça mérite en tout cas que je me pense dessus. Si tu as des questions, n'hésite pas, j'ai quelques feedbacks là-dessus. Et puis je pense que la communauté de testeurs et de QA doit être bien mature sur le sujet. Avec plaisir, merci beaucoup. Bon, et voilà, c'est fini. Où est-ce qu'on peut te retrouver et où est-ce qu'on peut retrouver ton livre? Alors, mon livre n'est pas encore sorti, il devrait sortir, j'espère, en septembre, début septembre. Okay. Donc il sera dispo normalement dans un peu les librairies classiques, Fnac, etc. Sur Amazon peut-être. Okay. Voilà, donc en tout cas ça sort chez Erol, ça s'appelle qualité logicielle pour les développeurs back-end, mais ça s'adresse à tout le monde, je pense, même s'il y a des pans très techniques sur certains endroits, mais certains chapitres sont, je pense, assez intéressants pour des décideurs ou des personnes qui seraient annexes au métier du développement type testeur. Et vous pouvez me retrouver sur Twitter. J'ai un pseudo tout bizarre, tout moche, qui s'appelle Alec, avec un H, H-E-2-L-E-C-K 45. Pseudo un peu historique du temps où j'habitais Orléans dans le 45. et voilà, j'ai un blog que je remplis de temps en temps, qui est blog.lepine.pro, et que j'essaye de faire revivre depuis quelques mois. Ok, bon, je mettrai tout ça dans les liens, en tout cas, de l'épisode. En parlant de Twitter, est-ce que, dernière petite question, tu as commencé à regarder un peu ce qui se passait du côté de Meta avec Thread? Alors, non, j'ai vu le buzz qu'il y avait dessus. J'avoue que j'ai pas de compte Facebook et ça fait partie des comptes où j'hésite toujours à créer quelque chose. Donc alors, je pourrais pas en parler. Il va peut-être falloir s'y mettre si vraiment tout le monde migre dessus. Pour l'instant, c'est pas mon cas. T'as migré dessus En fait, j'ai été faire un petit tour dessus. Je suis tombée sur un post ce week-end et j'avais déjà vu, tu sais, l'icône qu'ils avaient choisi. Donc, je l'ai vu passer là. Et puis, bon, je me suis dit, bon, allez, on va aller voir à quoi ça ressemble. Et en fait, pour le moment, c'est bloqué en Europe. Tu ne peux pas. Donc, ouais. Législation européenne, forcément. Voilà, donc, c'est bien. On est protégé, à peu près. Mais pour le moment, c'est pas disponible en Europe, donc ça le sera dans quelques semaines, quelques mois, je sais pas, mais voilà. J'irai peut-être jeter un coup d'œil à ce moment-là. Eh ben, merci en tout cas pour l'invitation, c'était très sympa. Merci à toi, et puis à bientôt. Si vous avez aimé ce que vous avez entendu, parlez-en autour de vous. C'est le bouche à oreille qui permet de faire connaître un podcast.
C'est un métier qui mérite d'avoir plus de visibilité, selon moi, et vous pouvez m'aider justement à le faire connaître. N'oubliez pas de vous abonner au podcast et laissez-moi une petite note sur Apple Podcast, 5 sur 5 de préférence. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine et d'ici là, portez-vous bien.